Click FM 94.8. Théodore Herzl, Vie et destin. Théodore Herzl, Vie et destin, une série proposée par Philippe Bocara, présentée par Shlomo Malka, collaboration Paul-Henriette Lévy, une série réalisée avec le concours du Fonds Pincus. Réalisation technique, Patrick Elbaz. Philippe Bocara, bonjour. Nous en étions restés hier à la publication de l'État juif. Nous avons vu ce que contenait ce livre et nous allons voir aujourd'hui les réactions que va susciter la publication de ce livre. Mais auparavant, il faut noter que en 1895, après la publication de l'État juif, Théodore Herzl revient à Vienne. Son journal l'avait détaché comme correspondant à Paris et il revient à Vienne, où il est directeur littéraire de la Neue Freie Presse. Voilà, il va occuper ce poste jusqu'à sa mort en 1904. C'est un poste important, directeur littéraire d'un des grands quotidiens viennois. Et il revient à Vienne, en fait, donc dès l'achèvement du manuscrit de l'État juif et avant même la publication qui va avoir lieu à Vienne en janvier 1896 en langue allemande. Alors, ce qui est intéressant dans la réaction, quand on étudie les réactions, l'accueil fait à ce livre, c'est que ce livre n'a pas été bien reçu par les premiers destinataires qui étaient, selon Herzl, les grands juifs, les juifs les plus riches et les plus puissants, dont il espérait qu'ils allaient être convaincus par ses idées, par ses propositions, et qu'ils allaient prendre spontanément la tête du mouvement. Et dans ce cas-là, il était prêt à leur laisser le rôle du leadership. Et vous souvenez-vous que la première esquisse de l'État juif s'intitulait Adresse aux Rothschild, et justement au mois de juillet 1896, il a rencontré le baron Edmond Rothschild, celui qui avait investi une bonne partie de sa fortune en Palestine pour la création des premiers villages juifs modernes. Il n'a pas réussi à convaincre le baron Edmond Rothschild, malgré l'intercession en sa faveur du grand rabbin de France, Zadok Khan, qui a été dès le départ un ami de Herzl et un sympathisant discret mais actif du sionisme, alors même que l'affaire Dreyfus était en cours et qu'il était aussi un militant très actif de la cause dreyfusarde. Donc malgré l'intervention du grand rabbin Zadok Khan, Edmond Rothschild refuse de prendre la direction du mouvement sioniste, et Herzl alors, un peu par dépit, va s'adresser par-dessus la tête des personnalités éminentes et des personnalités dirigeantes de la communauté juive. Il va s'adresser directement au public juif. Exactement, c'est-à-dire il a décidé de donner au sionisme une orientation d'abord populaire, qui n'était pas sa première intention, qui n'était pas conforme à ses idées spontanées, à sa façon spontanée d'envisager la politique. Mais il a constaté une sorte d'inaptitude des élites juives de son temps à prendre la direction du nouveau mouvement, et donc il a voulu en faire un mouvement populaire, un peu sur le modèle du mouvement socialiste, des nouveaux mouvements politiques modernes qu'il avait pu observer à Paris. Et donc il lance cet appel public, et puis dès le départ, il va trouver dans un certain nombre de milieux populaires juifs très pauvres, parlant plutôt le yiddish, il va trouver un accueil beaucoup plus favorable, évidemment, que chez les juifs les plus riches. Alors il y a eu par exemple un banquet sioniste à Londres et un meeting sioniste à Londres où le grand rabbin séfarade d'Angleterre est venu participer, le grand rabbin Gaster, mais pas bien entendu les autres rabbins qui eux se sont opposés à l'intention de Herzl. Et il a reçu un accueil tout à fait enthousiaste, et il a noté dans son journal: les masses sont sentimentales, elles ne voient pas clairement. Parce Herzl était toujours aux différentes étapes de l'organisation du mouvement sioniste, il a toujours eu peur de reproduire le phénomène
du faux messianisme, le phénomène de Sabbatai Tzvi, donnant de fausses illusions, de faux espoirs au peuple juif de délivrance prématurée et non pas fondée sur des données solides, des données sur lesquelles on puisse construire. Et donc, il a toujours su garder une certaine distance par rapport à l'enthousiasme qu'il provoquait chez les juifs les plus humbles. Mais en tout cas, là, c'est donc sa réaction lorsque, à Londres, il est accueilli triomphalement par les juifs les plus pauvres de l'East End, du quartier juif, l'équivalent de la rue des Rosiers. Et de la même manière, il passe à Sofia, et il est accueilli déjà à la gare et à la synagogue de Sofia par les juifs séfarades qui lancent pratiquement des cris messianiques, qui disent Hedad, Hedad, qui vont lui baiser la main, comme s'il était déjà le sauveur du peuple juif. Mais il fait beaucoup d'efforts pour garder le contrôle de la situation et éviter ce déferlement messianique. Alors Philippe, l'État juif der Judenstaat paraît à Vienne en février 1896 et il est suivi d'une traduction anglaise et française et immédiatement ce livre de Herzl va provoquer un intérêt immense dans le monde et il va susciter une discussion à la fois au sein du milieu juif et même au-delà. Oui, en ce qui concerne le milieu juif, j'ai indiqué de manière schématique la réaction des juifs les plus puissants et celle des juifs les plus humbles. Mais on pourrait mentionner à l'extérieur du monde juif le fait que Gladstone, qui est le grand homme d'État anglais de cette époque, est plutôt favorable au livre et assez curieusement, c'est la seule fois où on parlera du sionisme et où on parlera du livre l'État juif et du mouvement sioniste dans le journal Neue Freie Presse pour lequel Herzl travaille. Ce journal a maintenu une consigne de silence absolue concernant le sionisme pendant toute la vie de Herzl jusqu'à sa mort. Et la seule fois où quelques lignes apparaissent sur la question, c'est pour mentionner au détour d'un paragraphe que Gladstone est plutôt favorable au livre l'État juif. On peut signaler également que la traduction française est parue très en retard. Elle est parue au début de 1897 dans une obscure revue qui s'appelle la Nouvelle Revue Internationale et non pas chez un grand éditeur. Et on peut signaler que Herzl avait envoyé un exemplaire de l'édition française à Alphonse Daudet, qui était son ami. On a mentionné déjà le fait que Daudet était un antisémite, mais qu'il était en même temps l'ami de Herzl. Et alors Daudet lui répond de manière très amicale et presque enthousiaste qu'il a trouvé le livre excellent, qu'il se réjouit à l'idée que les Juifs fondent à nouveau leur État et qu'il se propose d'aller faire des conférences dans la future Palestine juive au fur et à mesure qu'elle reprendra vie et que l'État juif sera proclamé. Alors, il y a deux personnages qui vont entrer dans la vie de Théodore Herzl et qui vont avoir une certaine importance. C'est le révérend père Eschler et Philippe Nevlinski. Deux personnages un peu curieux. Le révérend père Eschler, le révérend Eschler, plus exactement, c'était un pasteur viennois qui représente la grande tradition des protestants qui croient au retour des Juifs en Palestine et qui se propose même d'aider les Juifs à rentrer en Palestine pour l'accomplissement des prophéties. Il était le pasteur de l'ambassade d'Angleterre à Vienne, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il avait été le tuteur des enfants du grand-duc de Bade, qui était un des grands dignitaires de l'empire allemand. Et il connaissait personnellement le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, et il avait des relations plutôt amicales avec lui. Et le révérend Eschler a été de manière tout à fait désintéressée et enthousiaste un des premiers amis de Herzl et jusqu'à sa mort, sans jamais demander rien en échange. Et il va permettre à Herzl, dès le départ, dès le mois d'avril 1896, de rencontrer le grand-duc de Bade, donc d'avoir un de ses premiers contacts politiques importants en tant que sioniste et non plus en tant que journaliste simplement. Et l'autre personnage que je voulais mentionner, personnage curieux qui entre dans l'équipée de Herzl, dans l'équipée sioniste, c'est Philipp Michael von Nevlinski, qui a 50 ans à cette époque-là, qui est un aristocrate polonais, qui a fait une carrière assez brillante de journaliste en Russie, ensuite de diplomate autrichien, qui connaît bien les affaires d'Orient parce qu'il a été en poste comme diplomate à Constantinople, mais qui a été exclu de la carrière diplomatique pour cause de dettes, d'endettement personnel, et qui a fondé une espèce de petit journal spécialisé dans les affaires du Moyen-Orient, la correspondance de l'Est,
un petit bulletin quotidien paraissant à Vienne et beaucoup lu dans les milieux spécialisés. Et ce Nevlinski est un personnage un peu trouble parce que depuis cette date-là jusqu'à sa propre mort en 1899, ne va pas cesser de demander de l'argent à Herzl, de se faire rémunérer assez lourdement par Herzl, mais il va jouer le rôle d'agent diplomatique. Il va être l'intermédiaire entre Herzl et les milieux diplomatiques internationaux, aussi bien les milieux turcs qui sont chargés de gérer la Palestine que les milieux anglais et autres. Et Nevlinski a été un peu l'initiateur de Herzl aux choses diplomatiques qu'il ne connaissait pas. Et de ce point de vue-là, Herzl lui a fait d'abord une entière confiance et jusqu'au bout, il a gardé une relation amicale avec lui, malgré les vicissitudes un peu financières de leur rapport. C'est un personnage curieux qui, à la fois intéressant et un peu surprenant et peut-être douteux, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qu'il a réellement fait. Même si on sait ce qu'il a dit à Herzl avoir fait pour lui, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait pour le compte de Herzl. Alors l'idée sioniste va faire son chemin, et pas seulement l'idée du sionisme d'une manière générale, mais Théodore Herzl est à la fois un homme de plume, un intellectuel, mais c'est aussi un homme d'action, et va germer dans sa tête l'idée de réunir un congrès sioniste. On va en parler dans un instant. Alors Philippe, avant de parler de l'idée de congrès sioniste, il y a un journal qui s'appelle Die Welt et qui va être le journal du mouvement sioniste. Et là, ça va être un hebdomadaire. Et là, j'ai sous les yeux le premier numéro avec un article de Théodore Herzl. Et il écrit ceci: Nous sommes sentimentalement attachés aux traditions, c'est vrai, nous aimons le beau passé de notre peuple rempli de luttes et de souffrances, mais néanmoins nous ne voulons pas faire marche arrière et nous enfermer dans un ghetto spirituel quel qu'il soit. Il n'appartient qu'à la poésie et à l'historiographie auxquelles nous consacrerons autant de place que possible dans notre journal de relater ce passé. Ces souvenirs-là nous appartiennent à nous seuls, mais la beauté de nos espérances, nous la partageons avec tous les hommes. En cette époque de misère juive renouvelée, des choses magnifiques naissent également dans le monde. Les forces naturelles sont vaincues, la culture conquiert continuellement de nouveaux champs d'expansion par la multiplication des contacts entre les peuples, des mœurs nouvelles plus modérées se développent et une aspiration profonde vers des réformes sociales entraîne non seulement les nécessiteux, mais également ceux qui y viennent par pur altruisme. La jeunesse nationale juive participe à toutes ces activités et manifestations, pas tant pour en tirer un avantage égoïste pour notre peuple seulement, mais également pour le bien-être de l'humanité tout entière. Cela encore sera très clairement indiqué dans notre journal. Entre le souvenir et l'espérance, il y a notre action. Voilà, j'ai trouvé que cet extrait de l'éditorial du premier numéro donc du journal de Herzl, Entre le souvenir et l'espérance, il y a notre action, résumait bien l'état d'esprit dans lequel il se situe, à la charnière des grands combats de son temps, des grands combats universels, humanistes de son temps, et en même temps de la cause juive spécifique, la cause, disons, nationaliste juive. Ce journal qu'il va lancer va être un journal d'un très bon niveau. Il va beaucoup dépenser de son temps, de sa personne, de son talent et aussi de son argent personnel pour le faire vivre, car ce journal n'atteindra jamais vraiment un équilibre financier. On peut dire d'ailleurs la même chose de ce dont nous allons parler demain, c'est-à-dire de la convocation du premier congrès sioniste. Ça a été vraiment quelque chose, une entreprise dans laquelle Herzl s'est personnellement engagé à fond, et ça a été peut-être le moment le plus important de sa vie que nous allons évoquer dans le prochain épisode. C'était Théodore Herzl, Vie et Destin. Une série qui vous est proposée par Philippe Boucara. À demain.